Disney meurt. Et c'est une très bonne chose. Mais ne vous en faites pas, ils trouveront bien un moyen de retomber sur leurs petites pattes. Salut à tous, c'est Vin sur Plot Time et aujourd'hui, enfin, je fais une vidéo pour faire le point sur Disney qui est actuellement dans une situation un petit peu embarrassante. On aura tout le temps d'en parler dans cette vidéo. En gros, depuis quelques temps, Disney est en phase descendante. Ça fait un moment que je voulais faire une vidéo sur le sujet et là, ça devient suffisamment costaud pour en parler. Donc, vous allez voir, cette vidéo s'annonce copieuse au vu des informations que j'ai accumulées pour vous préparer tout ça. Et nous allons commencer par le commencement, comme par exemple Disney+. Disney+, qui est depuis fin 2022 en perte d'abonnés, à peu près 2,4 millions de pertes, notamment en Inde. Et attention, ça reste quand même faible par rapport à leur nombre d'abonnés de façon générale, qui s'élève à plus de 160 millions. La différence, c'est que leurs chiffres stagnent. Et oui, avant ça montait en flèche, aujourd'hui non seulement ça stagne, mais ça descend. Donc c'est pourquoi j'insiste avec ce mot-là, ils sont sur une pente descendante. La plateforme de streaming a fait perdre à peu près 1,5 milliard de dollars, merci She-Hulk. C'est en pleine chute financière, mais sauvé de justesse par leur parc, ce qui est complètement ironique parce que fut un temps, leur parc leur coûtait trop cher et ils hésitaient même à mettre moins d'argent dedans. Et là, en fait, comme je vous l'expliquais, ils se font sauver par leur parc qui n'ont jamais aussi bien marché depuis la fin de la Covid. Allez, je vous cache pas que c'est mon petit plaisir coupable, les parcs d'attractions, moi j'adore ça. Et apparemment, aux États-Unis, ils sont en train de surtaxer les places de parking, les chambres d'hôtel pour limiter la casse. Vous voyez un petit peu le niveau. Bob Iger, l'ancien directeur général de Disney qui a repris le flambeau de la direction suite au licenciement express de l'ancien PDG, Bob Chapek, a décidé de transformer l'entreprise pour remettre les pendules à l'heure, remonter un petit peu le compteur afin de limiter la casse, encore une fois, en faisant des économies. Donc pour ça, eh bien, malheureusement, il faut licencier. Il faut licencier des gens, mais genre massivement. Pas moins de 7000 suppressions d'emplois parmi toutes les divisions Disney, donc ça veut dire qu'on comprend les productions de films, de séries, des parcs, tout. Mais moi j'ai envie de dire un truc, est-ce que c'est grave de supprimer des emplois inutiles, créés uniquement pour le quota à l'entreprise? Ah oui, je dis ça comme ça, c'est juste une réflexion. Du côté de Disney Pixar, alors quand je dis Disney Pixar, ça veut dire que j'englobe les films d'animation de manière générale, j'englobe et l'animation Disney et l'animation Pixar, donc ne dites pas que je confonds avec les deux, non, j'englobe tout. En avant, lui a été la première victime de la crise sanitaire, et d'ailleurs j'avais déjà fait une critique sur ce film, j'avais beaucoup apprécié, et pour le coup je suis quasiment convaincu qu'en effet, oui c'est que ça, c'est que la crise sanitaire qui a fait ralentir, le succès de ce film, et ça a été aussi un amorçage, un point important qui fait que Disney a du mal à se relever. Suite à ça, les futures productions sont sorties en simultané sur Disney+, pour une nouvelle fois limiter la casse jusqu'à l'arrivée d'une potentielle accalmie. Et lorsque les choses semblaient aller mieux, ce qui ressemblait à peu près à une sorte d'accalmie, et bien c'est là que le film Buzz l'éclair se vautre avec un résultat de 226 millions de dollars au box-office pour un budget de 200 millions. Et là, ça fait mal. Là, ça pique. Là, c'est un fail interstellaire. Vers le bit cosmique et au-delà. Et lorsqu'on pensait toucher le fond, Disney creuse encore avec Avalonia qui lui a coûté pas moins de 180 millions de dollars du budget pour un résultat de, accrochez-vous, mettez vos ceintures, vous êtes prêts? Pour un résultat de 73 millions au box-office mondial. Waouh, Wow. Ce dernier a bidé si fort aux États-Unis qu'il n'a même pas eu le droit à sa sortie cinéma en France. Direction Disney+, ce qui a été le cas d'autres productions, d'autres remakes live action, comme par exemple Pinocchio, qui eux sont sortis directement sur Disney+, ils n'ont pas pris de risque, et je les comprends. Et là, j'entends bien les gens qui vont dire oui, mais et tu comprends, il y a eu une pandémie, les gens sont lassés du cinéma, ils n'ont plus envie de bouger pour aller dans les salles obscures. Non, voilà, à côté on a Super Mario Bros, le film qui lui a fait un meilleur démarrage que La Reine des Neiges 2, voilà, c'est pour dire. Et surtout on peut penser également au Chapeauté 2. Ah, le Chapeauté qui lui a explosé le box-office, il a cartonné avec un budget bien inférieur. Et d'ailleurs je me dis, c'est marrant parce que le Chapeauté 2 représente au cinéma ce qu'on ne fait quasiment plus aujourd'hui. On a les valeurs du courage, les valeurs de l'esprit d'équipe, le fait d'affronter la peur de la mort, un film qui aborde des sujets que Disney préfère mettre en sourdine pour mettre en avant des idéologies
peut-être un peu moins intéressante. Et ce n'est pas tout, nous avons également Star Wars, en commençant par l'échec d'Andor et évidemment, ça ne fait pas plaisir parce que pour moi, Andor est un vrai ovni, mais le problème est que tout était installé pour que ça bide, pour que ça ne marche pas. La lassitude de Star Wars d'un côté, la préquelle sur un personnage dont tout le monde se fichait à l'origine de l'autre, et ça ne me fait pas plaisir, c'est pour ça que je mise énormément sur la saison 2. J'ai hâte de voir si, oui ou non, la saison 2 marchera. Certes, ça n'a pas très bien marché, mais il y a eu un tel retour positif sur cette série que je suis curieux de voir si ça va créer un engouement pour la saison 2, on espère. On note aussi une baisse d'audience du côté de The Mandalorian avec la saison 3 qui, elle, a fait un moins bon démarrage que la série Boba Fett, le livre de Boba Fett, ce qui est quand même un petit peu inquiétant. Évidemment, pas de quoi non plus s'alarmer, ça a quand même marché, mais The Mandalorian était quand même la série phare, la série Star Wars phare, sur laquelle Disney avait beaucoup misé, et je trouve qu'ils font quand même un petit peu n'importe quoi. je suis désolé, je vous renvoie sur ma critique dédiée à cette série, ce qui fait que au lieu d'avoir un succès exponentiel, et notamment grâce à la saison 2, avec les caméos, le fanservice qui a quand même bien marché, et bien là on est cette fois-ci à nouveau sur une pente descendante. J'aime bien ce mot-là. Et du coup Disney se dit, bon, il faut réfléchir. On va réfléchir, on va trouver une solution. Comment faire pour que les gens se réintéressent à Star Wars? Eh bien faisons un film sur Rey. Ouais, les gens aiment ça, Rey. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. What? Bon, je vais tenter de vous expliquer pourquoi Disney a pris cette décision. C'est parce qu'il ne se base que sur les chiffres. Voilà. Certes, la postlogie a été un échec critique, mais par contre, commercial, ça a très bien marché. Les films ont très bien marché. Attends, je vais vérifier quand même. Et qu'est-ce que je vois là? Le dernier film a dépassé le milliard. Il a dépassé le milliard de dollars de recettes au box-office. Comment tu veux ne pas te baser sur les chiffres avec ça? Les mecs se disent, bon bah Rey c'est le personnage principal de la postlogie qui a cartonné, on va faire un film avec elle. Voilà. Ils agissent seulement avec les chiffres, sans réfléchir à côté. Et c'est marrant parce que c'est presque contre-exemple de Netflix. On a beau dire ce qu'on veut Netflix, mais Netflix se base sur les chiffres, mais également la critique avec leur système de pouces, le fait qu'on puisse mettre un pouce en l'air ou un pouce vers le bas sur leur série, leur production, leurs films, eh bien ils se basent à la fois sur les chiffres et sur ça. Et c'est pour ça que même si des séries ont très bien marché, ils annulent la suite. C'est les maîtres, hein. Ils savent très bien annuler les séries parce qu'ils savent très bien que la suite peut potentiellement moins marcher du fait que la critique a été moins bien accueillie à la base. Eh bien c'est triste ce que je vais dire, mais Disney devrait prendre un peu plus exemple sur Netflix. Et ce n'est pas tout, le pire sort est réservé à Marvel, l'échec n'est pas juste dans les chiffres, il est également dans les critiques. En effet, après Endgame, c'est la descente aux enfers, ils n'arrivent plus à reproduire leur succès d'antan. C'est triste. Leur production marche toujours, mais leur performance de recettes est de moins en moins bonne sur la durée, ce qui fait que les films chutent d'environ 70% après leur première semaine d'exploitation. Ah, mais j'ai bien quelques idées des origines de cette chute. On peut penser par exemple à la phase 4, ou encore un démarrage plutôt foirax de la phase 5. Tout comme le reste, Disney a caché la poussière sous le tapis en remettant une nouvelle fois cette descente aux enfers sur le dos de la pandémie, mais aujourd'hui c'est le réveil et ouch, la réalité fait mal. On peut penser par exemple à ce qui semble être un bid pour le nouveau film Ant-Man 3, qui a marché, hein, disons-le, oui, il a marché, mais moins bien que ses prédécesseurs, alors qu'il avait pour projet de lancer la phase 5. Et ça, c'est vraiment triste. Un résultat de 476 millions de dollars de recettes au box-office, à côté d'Ant-Man 1, qui lui en avait rapporté 519 millions, et Ant-Man 2, qui lui en avait rapporté 622 millions. Donc j'imagine que Marvel dans leur tête avait pour projet d'utiliser Ant-Man 3 pour lancer le MCU, parce que vu la lancée sur laquelle ils étaient, ils se sont dit bah tiens, hop, bah oui, bah forcément, le troisième film va peut-être faire péter le milliard et lancer avec brio la phase 5. Et c'est là que Marvel s'est vautré. On peut parler aussi du fait que le film est le moins bien noté sur Rotten Tomatoes en 15 ans de MCU, ceci dit. Alors moi personnellement, je ne me fie pas trop à ce truc, il y a tout et n'importe quoi. Je vous invite à comparer Ant-Man 3 et She-Hulk, ça n'a aucun sens. Bref, le PDG Bob Iger s'est prononcé et propose désormais de limiter le nombre de films par personnage, de limiter le nombre de séries et surtout de limiter les frais. On aura donc moins de films à moins cher.
ça peut faire peur. Habituellement, les suites marchent très bien chez nous. Est-il nécessaire de proposer un troisième ou un quatrième film, ou devrions-nous nous tourner vers d'autres personnages? Rien n'est gravé dans le marbre concernant la marque Marvel. Je pense que nous devons simplement regarder quel personnage et quelle histoire nous devons exploiter. Oh et bien pour de nouveaux personnages, je suis sûr que The Marvels aura beaucoup de choses à nous raconter. J'ai hâte de voir ce film, mais vraiment, j'ai vraiment hâte de le voir. Ça a l'air aussi croustillant et délicieusement féministo-infernal que Charlie Angels. Bref, nous verrons bien si ce dernier marche au box-office et nous verrons également ce qu'il en est de Secret Invasion qui sort prochainement en série. Et ce n'est pas tout, on peut également parler du Cancel de Jonathan Majors, qui est quand même un plantage pour le méchant, le grand méchant de la phase 5, donc échec commercial, critique et de réputation, Marvel c'est vraiment le pire, c'est le pire. Il y a ça je me dis, mais en voyant l'échec au box-office du film Shazam 2 du côté de DC, il serait peut-être sage de songer enfin que les gens sont potentiellement lassés des super-héros. La sauce ne prend plus. D'un avis plus personnel, je pense que cet échec est dû au fait que les films sont en train de se nicher. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que forcément le MCU, c'est réservé aux gens qui connaissent l'univers depuis le début, où c'est tellement vaste, grand et riche qu'on ne peut plus faire entrer de nouvelles personnes. Quand je dis ça, je parle d'un public. On ne peut plus faire attirer un nouveau public en leur expliquant qu'à côté, il faut faire ses devoirs, il faut regarder telle série, tel film. Non, c'est fini ça. Donc je pense pas que ce soit la fin des super-héros, je pense plutôt que c'est la fin des univers étendus. Et c'est la raison pour laquelle le nouveau DCU, lui, va marcher momentanément sur le démarrage, mais va commencer également à tomber dans le même piège. Et maintenant on arrive au sujet qui je pense vous intéresse le plus, la guerre culturelle. Le sujet qui fâche, qui expliquerait peut-être pourquoi Disney est sur une pente descendante, la guerre culturelle et idéologique. Disney est devenue une entreprise ouvertement politique après le renvoi de Gina Carano, qui tolère les postes de Pedro Pascal, maître dans le point Godwin, mais curieusement beaucoup moins sympa pour l'actrice reproduisant la même maladresse dans le camp adverse. On peut aussi parler du changement de nom de 20th Century Fox qui devient 20th Century Studios, de façon à se débarrasser du nom Fox qui pourrait se rapprocher dangereusement de l'image conservatrice de la chaîne Fox News. Alors évidemment ce n'est pas la seule raison, mais ça les arrange bien. Voilà, les planètes s'alignent. Bref, Disney, une entreprise parfaitement capitaliste, fait comme toutes les grosses productions de nos jours, c'est-à-dire s'acheter une image de gauche, une image tolérante et ouverte sur le multiculturalisme, ce qui évidemment part d'une bonne intention. Mais n'oublions pas qu'ils agissent avant tout pour le marketing. On peut penser par exemple à l'utilisation du féminisme à en devenir caricatural, la volonté d'attirer la communauté LGBT, même lorsque c'est totalement inapproprié dans la scène, pour donner l'impression que c'est normal et accepté. Oh super, oh, je sais pas comment vous remercier. Le sac c'est le mien. En fait, c'est un cadeau de ma femme, il est brodé. Elle a fait écrire Bombas. Ah, ouais. Mais maman, son mis madres. Et malheureusement, quand tu fais ça, tu te fermes à l'exportation de ton film dans certains pays importants comme la Chine. Mais il faut dire qu'ils s'en foutent un petit peu parce que la Chine représente quand même un public qu'ils ont du mal à séduire. On peut penser également au célèbre, légendaire Swap Color entre la petite sirène noire et prochainement Blanche-Neige métisse. Blanche-Neige. C'est-à-dire que même les noirs ne peuvent même plus utiliser Blanche-Neige comme insulte raciste. Je suis tellement curieux de voir à quel niveau ces films vont marcher. Si le remake de la petite sirène fonctionne, eh bien croyez-moi, ça sera le début du n'importe quoi avec le Swap Color. Ce qui est déjà le cas. Même si concrètement les gens s'en foutent un petit peu, par contre, Lilo et Stitch, alors là, allez, là ça gueule. En France, on est plus ouvert qu'il n'y paraît sur la question, ce qui est également mon cas. Mais c'est très différent du côté des Américains. Certains États sont bien plus conservateurs que d'autres, et la pilule passe un peu moins bien. Il faut savoir que ces décisions politiques viennent en partie de l'ancien PDG, Bob Chapek, qui n'est plus là maintenant. Alors, je dis bien en partie, toutes les décisions politiques ne venaient pas de lui, mais voilà, disons qu'il avait un bord politique plutôt aigu. Tout ça pour dire que la pandémie n'est plus une excuse pour expliquer que si les films Disney ne marchent plus, c'est parce que les gens n'ont plus envie d'aller au ciné, alors que d'autres productions concurrents cartonnent très bien, comme Top Gun 2, John Wick 4 et tous les autres exemples que je vous ai cités tout à l'heure. On peut penser aussi à Avatar 2,
qui appartient à Disney. Et oui, c'est la Fox. Enfin la Fox, c'est 20th Century Studios. Et c'est la raison pour laquelle j'insiste pour dire que Disney, quoi qu'il arrive, sera toujours retombé sur ses petites pattes. C'est un mastodonte bien trop complexe pour s'écrouler d'une façon aussi bête. Bref, ça y est, j'ai enfin fait mon point sur Disney, je suis content. Il y avait pas mal de choses à dire. Si vous, de votre côté, vous avez d'autres choses à ajouter, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Je pense que ça va en intéresser plus d'un. Et c'est donc sur ces belles paroles qu'on se laisse. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, souscrire si vous pouvez, et de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.